Et l'événement Philippe Jacquemot, c'est ceci, c'est la Maserati numéro 2 qui a pris feu dans les stands. Oui, voiture de Vincent Voss qui est rentré il y a une vingtaine de minutes pour un ravitaillement de routine. Et ravitaillement qui a mal tourné parce que la voiture a pris feu, notamment au niveau du système d'alimentation. Et résultat des courses, eh bien, il a fallu vider les extincteurs et rentrer la voiture pour tout nettoyer. Ce qui évidemment ne fait pas les affaires de cette voiture qui était en première position et qui entre-temps eh bien, a drôlement rétrogradé dans le classement. Puisque maintenant elle est 27e à déjà 7 tours des leaders. Et les leaders, eh bien, les voilà, c'est la voiture d'Andrea Piccini que partage notamment Stéphane Legret qui était avec nous tout à l'heure et qui a repris la tête de la course devant une Corvette, celle de Kurt Mollekens. Et avec nous, on a un autre pilote Corvette puisque c'est Vincent Radermaeker. Oui, bonsoir. Vincent, comment ça se passe pour vous ce début de course? Comme dans un rêve, comme on dit, vraiment aucun souci sur la voiture jusqu'à présent. Je pense que là on va vivre justement le ravitaillement. Ben voilà, il vient de rentrer dans les stands. C'est Marco Spaltala au volant. Donc c'est le troisième pilote qui va monter, c'est-à-dire Bernard Delay. Et on est 7e du général pour l'instant, donc tout se passe bien. On est parti beaucoup moins vite forcément que la tête de la course qui, de mon propre avis, est parti vraiment très très fort. Et on voit que malheureusement pour certaines voitures ça commence à poser des petits problèmes et les Corvettes en général reviennent devant puisque on a celle de GLPK avec Mollekens au volant qui est deuxième actuellement et l'autre voiture de l'autre C6 de notre team PSI qui est troisième. Donc, Voilà, donc la voiture qu'on voit à l'image n'est pas la vôtre, hein, c'est celle pilotée notamment par Anthony Kumpen et Kurt Mollekens qu'on voit là, qui est en deuxième position maintenant. Mais vous avez quasiment la même, hein, même si c'est un ancien modèle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles de Corvette. Il y a la C5 qui est l'ancien modèle et la C6 qui est la nouvelle depuis un an maintenant, je pense. Et donc forcément, quand ils construisent une nouvelle voiture, c'est pas pour faire une moins bonne. Donc il y a toujours des petites choses, des petits détails qui sont mieux sur les nouveaux modèles. Mais bon, c'est pas une course qui se gagne en sprint. Et il faut être régulier, il faut emmagasiner les tours sans rentrer au stand et en ayant le moins de soucis possible. On a vu un instant l'image, la Saline numéro 9 qui réalise vraiment une très très belle course en début d'épreuve. Elle a eu un drive fou et malgré tout, elle est toujours très très bien classée. Véritable performance pour cette voiture en ce début de course. Oui, un stop and go pour cette voiture et tout simplement, on l'a appris un petit peu plus tard parce qu'on avait travaillé sur la voiture alors que la procédure 5 minutes avant le départ avait été lancée. Et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire, mais ils ont quand même bricolé un petit truc en dernière minute. Et donc du coup, voilà, une pénalité qui est pas très lourde, hein, c'est une grosse minute, quoi, mais c'est toujours embêtant. Mais sur une course de 24 heures, c'est pas dramatique. Andrea Piccini, lui, c'est pas lui qui est au volant, mais c'est sa voiture en tous les cas, qui fait sa place dans le trafic. Au rayon des ennuis, notre ami Didier Dradigues a passé beaucoup de temps au stand. Oui, quasiment 1h05, problème de transmission sur sa Ferrari 360. Mais ça va, la voiture est repartie. Bon, elle est mal classée, je crois qu'ils sont avant-derniers. En principe, on va vérifier sur le classement tout de suite. Effectivement, ils sont avant-derniers, à 29 tours des leaders. Mais voilà, la voiture est repartie, elle roule dans des temps tout à fait corrects, 2 minutes 30. Donc là ça va quoi, c'est reparti, mais c'est vrai que se prendre tout de suite une heure d'arrêt comme ça après une heure de course, c'est toujours assez moche. Et puis si on jette un coup d'œil plus loin et qu'on veut être fier de porter nos couleurs nationales, eh bien on remarquera que François Duval est 25e. Il réalise une toute belle course, enfin, l'équipage réalise une belle course. Tout à fait, hein, ils sont deuxième dans leur classe, les G3, donc ce sont les plus petites voitures qui sont présentes ici sur le circuit. Et François Duval, un petit peu à l'image de Sébastien Loeb, hein, qui se lance dans le tourisme et qui vient s'essayer sur le circuit de Francorchamps. Ça c'est plutôt sympa, Vincent. Hein. Oui, tout à fait. En plus, il n'y a vraiment pas d'opposition à faire ce genre de choses. C'est clair que le pilotage en circuit demande entre guillemets un peu plus de finesse que le pilotage de rallye. Mais bon, s'ils sont à droit avec une voiture de rallye, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne soient pas à droit avec une voiture de circuit. C'est juste une adaptation. Ils doivent justement rouler et faire des courses pour améliorer le point de vue finesse, on va dire, du pilotage du circuit. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile de faire le chemin rallye-circuit
que de faire l'inverse circuit rallye, puisque le rallye est quelque chose qui demande un peu plus d'expérience et d'écoute avec un copilote et ainsi de suite. Donc c'est un peu plus compliqué dans ce sens-là. Vous préférez un Duval à un Richard Virenque que de l'année passée? J'étais pas au départ de l'année passée, donc je sais pas vraiment comparer. Mais c'est clair que François, c'est ce qu'est une course automobile, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça, c'est clair et net. La voiture numéro 35 à l'image, avec aussi une série de pilotes qui savent ce que c'est la course automobile, puisqu'on retrouve notamment parmi eux Geoffroy Orion, qui a dû cette année arrêter l'aventure Porsche Super Cup, les courses qui se déroulent en ouverture de certains grands prix de Formule 1, faute de budget ou en tout cas par soucis financiers, et qui se retrouve à disputer cette grande épreuve nationale aux côtés de Maxime Soulet, qui est au volant. Voilà, une voiture qui clôture le top 10. Oui, c'est un peu notre concurrent, entre guillemets, puisque c'est l'autre C5 engagé ici, donc par un team belge également, le team SRT. Et donc c'est un peu notre point de comparaison jusqu'à présent. Et pour l'instant, on est devant. Ah non, on vient juste de passer derrière avec le ravitaillement. Donc on verra après leur ravitaillement à eux. Mais on vient juste de passer derrière. Voilà, et comme on parlait justement de clôturer le top 10, en 9e place, nous avons Thomas Inge sur une Aston Martin. Et alors 8e, hein, cette étonnante voiture du GT2, cette Ferrari 430, pilotée par Andrew Kirkcaldy, qui fait vraiment une course incroyable. C'est pas celle-là, mais c'est sa petite sœur en fait. Oui, Ferrari a fait de très gros progrès là, avec leur nouveau modèle 430 par rapport à la Porsche 911. Et c'est clair qu'ils ont, en tout cas sur les courses FIA GT, ils ont vraiment donné du fil à retordre à tout le monde, aux Porsche en particulier. Maintenant, sur la durée d'une course 24 heures, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, en tout cas pas l'expérience égale à Porsche. Donc on va voir un peu au fil de la course comment ça va se passer pour eux. Une voiture qui fait une très belle course, hein, 8e position pour cette voiture du GT2. Et puis alors, 7e position, c'est une Aston Martin. 6e position, c'est la fameuse Saline que l'on voyait tout à l'heure, qui a dû faire un petit stop and go. 5e, Christophe Bouchu sur une Aston Martin, c'est celle de Karl Wendlinger notamment, qu'on peut reconnaître avec son fameux logo Red Bull. Eric Van de Poel, 4e position, c'est un petit peu étonnant avec cette Maserati. Entre-temps, ils ont été dépassés par Fassler, Bornhauser et Kurt Mollekens qui mènent la danse sur la fameuse Corvette jaune numéro 4 du GLPK Racing. Pardon, à signaler également que les deux premiers, là, Mollekens et Bornhauser, n'ont pas encore effectué leur deuxième pit stop, donc il faut peut-être attendre ce deuxième pit stop pour voir. Maintenant, c'est une information aussi assez importante, c'est qu'apparemment les Corvettes C6 font des relais légèrement plus longs de 5-10 minutes. Donc là aussi à voir sur la durée de la course quel avantage ça va apporter. Voilà, et vous voyez justement à l'écran la voiture d'Andrew Kirkcaldy, vous voyez GT2 P1 et tout à l'heure on voyait Overall P8, ce sont leurs positions en fonction de leurs classes respectives et du classement général. Vincent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que la météo... Alors attention que... L'autre Corvette, l'autre C5 de SRT dont on vient de parler juste à l'instant, oui, c'est qui est à l'arrêt après le Raidillon. Donc il y a une très mauvaise position parce que si il doit ramener la voiture au stand, il doit faire un tour complet de circuit. Donc il est malheureusement pour lui très mal positionné. C'est Maxime Soulet au volant apparemment. Et ça c'est embêtant, hein. C'est préoccupant parce que ces voitures ne sont pas censées s'arrêter. Et là il est drôlement mal mis, il n'est pas très loin de la pit lane mais dans le mauvais sens. Donc s'il doit effectivement faire les 6 km de circuit. Oui, c'est le grand problème là. Pour la ramener, il va vraiment falloir qu'elle redémarre et qu'il trouve une solution pour la faire rouler au moins 6 km pour la ramener dans les stands. Car pas d'assistance mécanique évidemment. C'est la règle dans ce type d'épreuve. Et les 24 heures sont véritablement lancées hein, avec leurs exploits, les vitesses de pointe, mais aussi tous les petits pépins mécaniques qu'on peut rencontrer. Et pour l'instant, à ce petit jeu, c'est cette voiture qui s'en sort le mieux. Même si l'Aston Martin de Piccini, elle a l'air plutôt bien dans le coup également. On a une autre info, Bornhauser avec la Corvette C6 vient de rentrer au stand. Donc Mollekens, je pense, ne va pas tarder. Voilà, on prend le ravitaillement à l'instant même. Voilà, et là on aura tout le monde. Alors, ravitaillement intéressant, 4 mécaniciens seulement. Normalement, c'est Fred Bouvy qui remonte au volant. Oui, absolument. Bouvy qui a fait une toute belle course ce matin en GT3. Et qui sera notre prochain invité d'ailleurs. Sur le coup de 19h30.
Bouvry qui est vraiment un dévoreur de macadam. Hein. Dès qu'il y a des roues et un moteur, il y est pour le fun, pour la gloire. En tout cas, c'est vrai, hein, c'est clair, ultra passionnant. Il roule énormément. Voilà, on voit maintenant que Maxime Soulet est sorti de la voiture, donc ça c'est pas très bon signe naturellement. Ah oui, le petit signe du commissaire en disant c'est fini. Aïe aïe aïe. Et c'est le premier qui disparaît. Ouais, premier gros abandon hein, de ces 24 heures édition 2006. Alors que là, une voiture du GT3, une Dodge Viper quasiment comme elle sort du magasin ou presque. Autre équipage belge, hein, full belge. Puisque c'est la spécificité de ces GT3. Ah non, c'était pas Maxime Soulet au volant, pardon, c'était David Hard, le pilote hollandais. Oui. Et on voit la déception. Oui, là c'est clair, s'il laisse la voiture sur place, qu'il enlève le casque et qu'il retourne au stand, c'est que vraiment c'est un gros souci et que c'est malheureusement l'abandon. Et après seulement 2h13 de course, alors qu'il reste 21h46 de temps à passer sur la piste. Est-ce que Vincent, vous embarquez une petite trousse à outils dans la voiture? Non, pas réellement. On n'a rien de prévu dans la voiture. C'est des voitures quand même très complexes. Et je pense pas qu'on va réussir à la faire repartir à la clé de 8. Et c'est clair. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, mais c'est assez rare. Et c'est des voitures vraiment complexes, très peu accessibles mécaniquement, je veux dire, pour un petit problème. Et par contre, c'est impressionnant comme tout est prévu dans la voiture. C'est double batterie, c'est double démarreur. Tout est pratiquement en double à part le moteur. Mais et le pilote, oui, effectivement. Mais tout est vraiment prévu pour l'endurance. On voit que c'est très travaillé. Mais malgré ça, on vient de le voir avec la C5 du team SRT. Ça reste de la course automobile, c'est de la mécanique. Et malheureusement, la partie entre guillemets chance prend énormément d'importance. Il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté. On le voit aussi également avec la numéro 2, la Maserati numéro 2, qui fait parmi les favorites et qui, après 2 heures de course, a un gros souci qui apparemment va lui faire définitivement perdre la course. Sans doute, parce que devant, les costauds sont là, notamment Karl Wendlinger, Christophe Bouchou au volant de cette voiture. Et voilà, et on l'annonçait, ravitaillement pour la Corvette numéro 4. De tête. Voiture de tête. C'est intéressant, hein, c'est eux qui ravitaillent les derniers dans les voitures de tête, donc c'est qu'ils ont une autonomie un peu plus grande que tous leurs concurrents, et ça c'est clair que sur la durée des 24 heures, ça va devenir un avantage au fur et à mesure des tours et des heures. Ah oui, il faut 2 minutes pour un ravitaillement, donc si on parvient à en gagner 1 voire 2 sur la durée de la course, eh bien effectivement ça pourrait jouer. Dans un instant, une courte page de pub, le temps pour nous de remercier Vincent Rademacher et de vous souhaiter le meilleur pour la suite de cette épreuve. Vincent. Merci, on va essayer de continuer comme ça. Merci Vincent, tout à l'heure. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur l'antenne de Club RTL. Le 20e Proximus Superbiker. Du classement a évolué. La Corvette jaune vient de ravitailler pendant la publicité. Laissons en voiture le temps de boucler un tour pour vous donner véritablement le classement après 2 heures et 20 minutes de course. Il va falloir attendre que la Corvette ressorte pour en savoir exactement. Enfin, a priori, ça devrait être Marcel Fassler qui reprend la tête sur l'Aston Martin numéro 5 que l'on avait tout à l'heure, la noire. Et Eric Van de Poel, que l'on avait à l'écran il y a quelques secondes, sur la Maserati turquoise qui devrait reprendre la 2e position. On en saura un petit peu plus, hein. Ne nous en veuillez pas, mais tant que les voitures sont dans les stands et qu'elles ne sont pas ressorties, c'est toujours un petit peu difficile à suivre parce que tout le monde se mélange très vite ici aux 24 heures. Et là, c'est une autre Aston Martin qui est au stand. C'est la numéro 23, celle de Thomas Hengue, l'ancien pilote de Formule 1, pilote tchèque. Une voiture de la BMS Scuderia Italia qui n'est pas trop à la fête puisqu'elle est 9e au classement général, cette voiture. Et soyons francs, on attendait un petit peu mieux de ces Aston Martin. Et
comme le disait Vincent Vandermaker il y a quelques minutes, le rythme de ce début de course est tout bonnement hallucinant. Il n'y a aucune raison évidemment que ça se calme dans les prochaines heures. On le voit hein, dans les caméras embarquées. Les pilotes connaissent bien leur machine. On n'hésite pas à toucher les bordures, à monter sur les bordures. Apparemment, tout ça est bien étudié, tout ça est bien calculé. Ce ne sont pas des cow-boys et c'est vraiment de la grosse attaque. Oui, si on prend le dernier temps de Marcel Fassler, 2 minutes 21, c'est ce qui était prévu. Hein. C'est quasiment les temps qu'on avait tout à l'heure. Il tournait en 2,16, 2,17 et puis il s'est un petit peu calmé. Mais c'est quand même extrêmement rapide, ça reste extrêmement rapide. Et comme je vous le disais, eh bien c'est Marcel Fassler qui a pris la tête, qui a repris la tête sur l'Aston Martin noir. Van de Poel est deuxième et Kurt Mullekens, qui avait ravitaillé il y a 3 minutes maintenant, eh bien, est désormais classé troisième, juste devant Christophe Bouchu sur l'Aston Martin bleu, couleur de Red Bull, celle de Karl Wendlinger. Ravitaillement chez Matteo Bobby, chez Melo et chez Ortelli sur la 58, la Ferrari 430. Des voitures à suivre, hein, parce que ça c'est quand même des tout bons pilotes également. Ils ont une carte à jouer, hein, c'est d'être là, même s'ils appartiennent à la catégorie GT2, être là, faire le maximum. Et vu le faible nombre de voitures inscrites en GT1, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, ils sont troisième en GT2. Et vous avez vu hein, seulement 4 mécaniciens sur la voiture. 2 de chaque côté pour les roues, 1 pour l'essence. Et là, c'est sympa parce que c'est la voiture de Didier de Radiguez, Paul Belmondo, Charles Depeau et Alain Van Deneuve qui est revenu en piste. Et tout de suite à l'attaque. Et qui reçoit les salutations de la 62, les appels de phare. Et apparemment, ce serait toujours Didier de Radiguez au volant. À en croire le petit transpondeur qui est dans la voiture. Il faut savoir que chaque pilote a un petit transpondeur sur lui, ce qui nous permet, nous ici, qui ne pouvons pas voir au fur et à mesure qui rentre ou qui sort des voitures, de savoir qui est au volant. Et on nous annonce que c'est Didier. Effectivement, il avait roulé 1 heure, un petit peu moins, et puis il s'est arrêté pendant 1 heure. Et donc, pourquoi pas enchaîner tout d'emblée un double relais. L'une des nombreuses Ferrari F430. C'est le Team Mullen en l'occurrence. Ouais, c'est la 63, elle est deuxième de sa classe, 11e au général. Bonne voiture également. Des voitures qu'il faut suivre parce que si c'est l'hécatombe devant, comme ça semble être le cas maintenant, curieusement d'ailleurs, eh il faudra peut-être compter avec ces voitures. Sans doute pas pour un podium, mais peut-être pour un top 8. C'est pas exclu. Et elles marchent drôlement bien ces voitures. Allez, ravitaillement pour cette voiture également. Et voilà la voiture de tête maintenant. Pilotée par le Suisse Marcel Fassler. Pilote extrêmement rapide, ancien pilote DTM chez Opel. Qui avait fait la pole aux 1000 km de Spa sur un proto courage, je vous le rappelle. Inutile de dire qu'il sait tenir un volant. Et Stéphane Lemrey, que nous avions tout à l'heure, nous disait la hiérarchie dans le team, c'est un Piccini, 2 Fassler, et puis 3 et 4 de Letraz et moi. Tout simplement parce que Stéphane est celui qui connaît le moins la voiture. Ce ne sont pas évidemment les qualités intrinsèques du pilote qui sont mises en cause. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des pilotes qui vont un petit peu plus vite que d'autres. Et c'est vrai que quand on a été pilote de DTM et quand on a piloté des protos, notamment ici sous la pluie, on sait ce que ça veut dire, piloter une voiture. Et Marcel Fassler est là pour nous le rappeler. C'est une voiture qui fait une course fantastique. Hein. Et la pluie justement qui visiblement, et c'est tant mieux, hein, sera la grande absente de cette édition. Elle avait été largement présente l'an dernier. C'est bien, ça change. C'est vrai que la pluie vient ajouter vraiment du suspense. Mais là, pour le plaisir des images, pour le plaisir des spectateurs et des pilotes évidemment, sur le sec, c'est pas mal non plus. Ouais, 59e passage pour cette Aston Martin. Alors on attend maintenant la voiture d'Eric Van de Poel, la Maserati, qui va vraisemblablement pointer à une vingtaine de secondes. Voilà, à l'instant, 19 secondes et 2 dixièmes. Autant dire que rien n'est fait.
Mais ça reste bien groupé entre ces deux voitures. 20 secondes d'écart après 2h30 de course. Et ça nous fait 3 Belges, hein, aux 3 premières places. Ça, on est quand même bien content. Alors que le team manager de la voiture numéro 35, celle qui a abandonné il y a quelques instants, est convoqué à la direction de course. C'est ce qu'on nous apprend sur nos écrans. Avec le beau numéro 1 sur les flancs. C'est la voiture d'Eric Van de Poel. Ouais, qui va aller taquiner la petite Spiker hollandaise. Là, Pas longtemps. Là, on la voit bien. Bon, c'est vrai que cette voiture ne rivalise pas en vitesse de pointe. Ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Et il y a des petits soucis pour Kurt Mollekens derrière cette Viper de la coupe. Voilà, il a réussi à passer. Bien joué. 3e pour l'instant. Ouais, il y a 49 secondes. Corvette du GLPK. Donc là, vraiment, ça devient drôlement intéressant entre ces voitures. Bouchu est à 1 minute 7. Et puis en 5e position, on trouve cette étonnante Saline. Hein. Voiture qui pourrait, nous dit-on, jouer la stratégie des 6 heures en fait. Elle renaît de ses cendres. Hein. L'an dernier, elle était transparente. L'année d'avant, n'en parlons pas. Et cette année, non seulement elle a gagné déjà dans le championnat, mais en plus, elle se comporte vraiment très très bien. Voilà, et alors une voiture hybride ici derrière la Corvette, puisque c'est une BMW GT3R. En fait, cette voiture n'était pas inscrite, mais on attendait une BMW Z4 Roadster. Elle n'était pas là, elle n'était pas prête, elle devait être pilotée par Dieter Kester. Et puis bon, finalement, il y a eu un petit arrangement et on a mis une autre BMW sur la piste. Mais entre-temps, les pilotes ont déserté la voiture, puisqu'on devait notamment retrouver sur cette voiture Frédéric Bouvy, qui a dit non, si la Z4 n'est pas là, je trouverai autre chose. Ben voilà la voiture dont vous parlez tout à l'heure, de Jarek Janis et de Sacha Berth, cette fameuse Saline qui occupait la 6e position. On va voir si elle va être dépassée par la voiture numéro 24. Pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr. Ravitaillement sans problème pour cette belle voiture, la ligne si particulière. Alors, est-ce qu'elle repart devant l'Aston Martin? On va voir. Ces deux voitures roulaient quasiment ensemble. Alors, une voiture du team de Didier de Radiguez notamment. Antoine Gauss, c'est un des gentleman drivers dont on vous parlait tout à l'heure, pilote français. Et encore une Ferrari 430. Eux, ils sont vraiment là pour le plaisir. Hein. Cette voiture ne fait rien, ne dispute aucune victoire de classe ou rien du tout. Ce sont deux gentils monsieur, un peu papis, et qui font de la course automobile par passion. Faut pas les dénigrer parce qu'ils sont là, ils sont dans un peloton de vrais méchants et ils tiennent leur place. Alors l'Aston Martin numéro 24, un petit peu abîmé à l'arrière gauche. C'est simplement les feux qui sont en panne. Je crois que c'est seulement ça, oui. Effectivement, on ne l'avait pas vu sortir, on n'avait rien vu toucher, donc. Ceci dit méfiance, hein, parce que les soucis liés au phare, les directions de course n'aiment pas. On peut évidemment vous imposer de rentrer au stand pour réparer ce souci électrique. Une des fameuses Porsche officielles dont on vous parlait tout à l'heure au stand. La 197. Et c'est parti, hein. Ça c'est le grand balai des 24 heures. 62 maintenant, tout le monde y est. Alors 62, ça c'est la voiture à suivre, hein. C'est celle qui est en tête du GT2. Celle d'Andrew Kirkaldy, Nathan Kinch et Mario Franchitti. Excellente voiture.
équipé en Michelin. Et qui nous surprend un petit peu malgré tout. On ne l'attendait pas si bien. Eh ben, elle fait une course absolument fabuleuse. Puisqu'au gré des ravitaillements, elle est en 8e position. Il faut savoir que ces voitures ravitaillent toutes les heures 20 quasiment. Alors que les GT1 ravitaillent entre 55 minutes et 59 minutes. Donc sur la durée des 24 heures, ça va leur faire grosso modo 5-6 ravitaillements de moins. Donc ça fait 10 minutes d'économiser. Bien sûr, c'est pas assez pour rivaliser, mais ça compte. Il suffirait d'un petit souci sur une des voitures de pointe et cette voiture serait très rapidement dans le top 5. Puisqu'elle n'est qu'à 2 tours d'un leader. Hein. Après 2h30 de course, c'est quand même drôlement bien. Et elle est repartie, le couteau entre les dents. Alors là, on est de nouveau dans une Ferrari. On vous laisse apprécier le bruit. Hein. Le son. Et la Saline qui nous dépasse. Le freinage pour le double gauche. L'arrivée au pif-paf et vous voyez les écarts de performance et de vitesse. La Porsche va être Mangée. avalée très rapidement. Une Porsche qui freine beaucoup plus tôt d'ailleurs. La voiture qui se conduit un petit peu différemment aussi. Moins bien équilibrée. Blanchimont, l'une des parties les plus rapides du circuit où ce matin on a connu un gros accident en Formule Renault 3.5. Les dégagements sont là. Ce ne sont pas les plus grands dégagements du circuit en même temps. Et ce sera pour le virage de la source. C'est là que peut-être la Ferrari se défera de la Porsche. Voilà, voiture sur laquelle on trouve Gabriele Gardel qui avait remporté le championnat. Et là, nous revoilà avec la voiture de Marc Duhet, numéro 78. Fameuse Porsche qu'il partage avec Lambert et Lefort. Et Marc Gossens également. Gossens qui sera résident américain l'an prochain, puisqu'il participera au championnat Grand Am sur une Pontiac Millet. Il a fait quelques allers-retours cette année, avec souvent beaucoup de réussite d'ailleurs. Et l'opportunité et l'envie en même temps sont là. Donc l'an prochain, on ne devrait pas beaucoup voir Marc par chez nous. Voilà, retour avec la voiture de tête, celle de Marcel Fassler. Mais attention, parce qu'il roule en 2 minutes 20, alors que la voiture derrière lui, la voiture d'Eric Van de Poel, tourne en 2 minutes 19. Et du coup, l'écart de 20 secondes dont je vous parlais tout à l'heure est déjà passé à 17. Et ça va se réduire encore. Vous voyez, 17 secondes d'écart entre ces deux voitures. Là voilà, la voiture d'Eric Van de Poel. Alors qu'on est toujours sans nouvelles de la numéro 2, dont les soucis n'ont pas l'air de s'arranger. Une voiture qui n'a pas été signalée à l'abandon. Et qui entre-temps a été rétrogradée à la 38e position à 19 tours des leaders. Inutile de dire que pour la deuxième victoire de Vincent Voss, c'est râpé. On se retrouvera bien évidemment avant l'entrée dans la nuit. Ce sera dans 1 heure exactement. Ce sera à 19h30, une demi-heure de direct. Rendez-vous également dans le journal d'RTL TVI.